Un grand angle consacré ce soir à la situation au Proche-Orient sous forme de rétrospective de cette année 2024 dans la région. Gaza, Israël, Liban, Syrie. Une année de bouleversements et de conflits qui n'en finissent pas. Et pour en parler avec nous ce soir, l'un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Bonsoir Ziad Majed. Bonsoir. Vous êtes également politologue et enseignant. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Ziad Majed, la situation au Proche-Orient est devenue explosive, hein, on peut le dire, en 2024, sans que la tension ne redescende vraiment, avec Israël qui a été sur plusieurs fronts, Gaza, le Liban ou encore le Yémen. Oui, tout à fait. Comme vous dites, c'était une année intense à tous les niveaux et on a connu à la fois la guerre qui continue à Gaza, il y a eu l'intensification des bombardements et une guerre au Liban avec un cessez-le-feu le 27 novembre, puis des attaques israéliennes contre le Yémen suite à des attaques des Houthis sur Israël et des attaques en Iran, en plus des grands bouleversements en Syrie. Donc c'était une année où on a tout connu dans cette région du monde, avec également des tragédies humaines et la poursuite d'une guerre sans fin à Gaza pour le moment. On peut parler de conflit régional dans entre l'État hébreu et ce qu'on appelle les proxys de l'Iran, hein, ces groupes armés soutenus par la République islamique. Je pense qu'il y a évidemment une guerre parallèle qui se déroule entre Israël et l'Iran, donc l'Iran à travers ses alliés, mais il y a surtout une guerre israélienne contre la population de Gaza, une guerre qui est qualifiée aujourd'hui par la Fédération internationale pour les droits humains, par Amnesty International, par Human Rights Watch et par des dizaines de spécialistes des études du génocide, qualifié comme génocide, étant une guerre qui fait des dizaines de milliers de morts civiles, qui a dévasté tout le territoire palestinien de Gaza et qui semble être destinée à éradiquer la vie dans ce secteur qui fait 363 km². Donc c'est surtout cette guerre-là qui a mené à d'autres tensions et à des guerres parallèles, notamment la guerre Israël-Iran, qui s'est surtout déroulée d'ailleurs au Liban, dans le sud du pays. Oui, par répercussion. Ziad Majed, le 27 septembre dernier, Benjamin Netanyahou, aux Nations Unies, appelle de son souhait à un nouveau Moyen-Orient. Avec le recul, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, à votre avis? Alors, ce qu'il veut dire, c'est surtout un Moyen-Orient où il y a une suprématie israélienne, où Israël, qui pour le moment est impuni, maintient son occupation du territoire palestinien, que ce soit Gaza, que ce soit la Cisjordanie, Jérusalem-Est. Il faut rappeler que la Cour internationale de justice a stipulé cet été que l'occupation israélienne est non seulement illégale, mais constitue un système d'apartheid. L'Assemblée générale des Nations unies a confirmé que cette occupation-là doit se terminer. Il y a même eu des pourparlers sur un délai d'1 an afin qu'Israël respecte enfin le droit international. Mais l'impunité mène aussi à l'arrogance et l'impunité, en plus avec le soutien américain pour le moment inconditionnel et qui risque de le rester sous Donald Trump, pousse Netanyahou à considérer qu'il peut, tout en maintenant l'occupation et le système d'apartheid et la guerre génocidaire à Gaza, imposer un rapport de force au Moyen-Orient qui est favorable évidemment à sa politique, une politique d'un gouvernement d'extrême droite israélienne. Mais justement, Ziad Majed, les Israéliens, est-ce qu'ils ont le moyen de tenir sur le long terme, sur plusieurs zones comme ça, d'un point de vue humain, d'un point de vue militaire, financier? Ça fait beaucoup d'ennemis au final. Oui, tout à fait. Pour le moment, ils tiennent grâce au soutien américain. Il y a depuis la création d'Israël 55 vétos américains pour protéger Israël de condamnation au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu cette année uniquement 18 milliards de dollars américains et 4 vétos. Il y a eu, 3 vétos je pense, et il y a eu au niveau européen un silence souvent. Il n'y a pas eu de sanctions, bien que la Cour internationale de justice a considéré qu'il y a un risque génocidaire et donc il y a eu des mesures provisoires à partir de décembre dernier pour essayer d'accélérer l'aide humanitaire aux Palestiniens, de limiter l'aide
militaire, l'aide humanitaire aux Palestiniens et limiter l'aide militaire aux Israéliens. On n'a rien vu de tout cela. Et donc, Israël arrive aujourd'hui à maintenir sa puissance de feu grâce à l'aide américaine et au silence européen et arabe, du niveau de certains gouvernements arabes aussi. Et justement, il va falloir surveiller la date du 20 janvier avec l'investiture de Donald Trump. Ça va changer quelque chose, selon vous, son arrivée à la tête des États-Unis? Peut-être pas tout de suite, parce qu'il va y avoir le moment de la transition au niveau de la Maison-Blanche. On a vu les nominations de Donald Trump par rapport au Moyen-Orient. Il y a des figures très pro-israéliennes, mais il y a en même temps une capacité de Donald Trump de surprendre. Il surprend parce qu'il ne fait pas partie de l'establishment traditionnel américain. Il n'est pas dans la diplomatie qu'on connaît. Je ne dis pas ça avec un jugement, si vous voulez, positif. On va voir ce qui va se passer. Mais il peut, malgré tout, surprendre et donc peut-être changer certaines approches. Mais je ne vois pas comment, sans sanctions ou bien sans, du moins, arrêter l'aide économique et militaire à Israël, la guerre à Gaza va se terminer. En un mot, on parle assez souvent ces dernières semaines d'un cessez-le-feu imminent. On entend ce mot revenir. Il va arriver, à votre avis, ou pas, ce cessez-le-feu au Moyen-Orient? Je pense qu'il va arriver, mais Netanyahou, encore une fois, essaye de gagner du temps. Ça, c'est ses opposants en Israël même qui le disent. Il gagne du temps parce qu'il a peur à la fois, s'agissant de sa carrière politique, il est sous plusieurs procès pour corruption, mais aussi parce qu'il considère qu'en maintenant cette guerre, cette tension, il peut toujours aussi attirer l'aide américaine, il peut préserver une solidarité au sein de son gouvernement, souder la droite et l'extrême droite, ce qui fait que la guerre se prolonge et en même temps, du côté des Gazaouis, la souffrance se prolonge. Le dernier épisode étant l'hôpital Kamal Adwan qui a été détruit et brûlé par l'armée israélienne avec son directeur, Dr Hussam Abou Safieh, qui a disparu et plusieurs organisations internationales dont Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Amnesty et les Nations Unies réclament aujourd'hui sa libération parce qu'il y a des informations qu'il subit de la torture, comme des milliers de Palestiniens. Ziad Majed, on est obligé aussi d'aborder cet autre épisode de cette année très mouvementée au Proche-Orient, c'est la chute de Bachar al-Assad en Syrie et l'arrivée des islamistes au pouvoir. Quel rôle, selon vous, maintenant va jouer le pays au Proche-Orient? Oui. Alors, il faut dire premièrement que pour les Syriens, le 8 décembre, c'est un jour de fête et d'euphorie, puisque 54 ans de la barbarie assadienne a chuté. Il y a un épisode, une page qui s'est tournée. Donc cette barbarie-là, on voit aujourd'hui les images des prisons, des centres de détention. On voit les images des prisonniers qui ont passé des années et des années dans le sous-sol. Un archipel de prisons et de centres était surtout ce qu'incarnait ce régime-là. Le champ des possibles est ouvert aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de défis et ça ne va pas être facile ni pour HTS ou HTC, donc ce groupe d'islamistes qui est au pouvoir, de régner sans être souvent confronté à la réalité aussi de la société syrienne qui a muté, qui a changé durant ces années-là, mais aussi à la réalité régionale, aux défis économiques. Et la Syrie doit faire aussi avec des sanctions internationales qui doivent être levées maintenant que Bachar al-Assad n'est plus là. Donc comment cela va être géré? La question kurde, la question sectaire, comment reconstruire une armée, comment reconstruire une économie et toutes les frontières, que ce soit avec le Liban, l'Irak, la Turquie, la Jordanie et le Golan occupé par Israël depuis 1967. Donc un énorme chantier et je ne pense pas qu'il va y avoir des réponses bientôt. Le nouveau maître de Damas aujourd'hui, Shara, parle de 4 ans de transition. La société syrienne qui a connu 54 ans de dictature, je ne pense pas qu'elle va accepter aussi qu'un nouveau président ou responsable tente de rester au pouvoir infiniment ou indéfinitivement. Donc il va y avoir toujours des luttes, j'espère des élections, une nouvelle constitution. Il y a beaucoup d'espoir, mais rien n'est garanti. Et on a vu la feuille de route aujourd'hui, tout ça va être mis en place dans les prochaines années. Donc effectivement, on va suivre ces prochains mois et ce qui se passe en Syrie, mais également dans l'ensemble du Proche-Orient. Merci beaucoup Ziad Majed d'être venu pour cette rétrospective 2024. Merci beaucoup.